Le manga de Jujutsu Kaisen a été publié en 2018 et créé par JJ Akutami, qui est connu pour s'inspirer du folklore japonais et plus particulièrement du Nihon Shoki, un livre qu'on pourrait traduire par les chroniques du Japon. Ce livre a été achevé vers l'an 720 et relate de beaucoup d'histoires mythiques du Japon. Pas étonnant que l'auteur de Jujutsu Kaisen l'ait autant utilisé comme source d'inspiration pour créer les différents personnages de son univers. C'est d'ailleurs dans ce même livre que l'on parle d'un monstre à 2 têtes et 4 bras connu sous le nom de Ryomen Sukuna. Ce personnage est très connu dans le folklore japonais, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce monstre mythique a un lien perturbant avec une histoire réelle qui s'est produite pendant la période Taisho au Japon. Cette histoire que je vais vous raconter a étrangement ressurgi près de 100 ans plus tard en 2005 et nous a été racontée par une personne anonyme sur un site internet japonais. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de la terrifiante histoire qui a inspiré Jujutsu Kaisen. L'histoire commence sur un site internet qui s'appelait Nichan à l'époque. Vous ne connaissez sûrement pas, et pourtant c'est ce site qui aura inspiré le bien plus connu 4chan, qui au final n'est que la version américaine et permet la même chose, poster des messages anonymes d'histoires d'horreur apparemment réelles. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais complètement si ce qui est raconté est vrai ou faux. Perso, je n'ai aucune certitude sur la véracité de cette histoire et je préférais plutôt vous laisser faire votre propre avis sur la question en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que le créateur de Jujutsu Kaisen, qui s'en est beaucoup inspiré pour le manga, vivait tout proche de l'endroit où ça s'est passé. Comme je vous le disais, l'histoire commence en 2005 avec un message laissé par une personne anonyme sur Nichan. D'ailleurs, pour plus de facilité, on va appeler cette personne anonyme juste Nichan, ce sera beaucoup plus simple. Dans un de ses posts, il explique qu'il travaillait pour une entreprise de construction qui était chargée de démolir un vieux temple dans la préfecture d'Iwate, la même région où JJ Akutami est né. Pendant cette démolition, ils ont découvert une boîte en bois sombre d'environ 2 mètres qui était clouée et scellée dans une pièce à l'arrière du bâtiment principal du temple. Sur la boîte est accroché un morceau de papier effrité sur lequel une phrase est écrite. Problème, le texte ressemblait beaucoup à du sanskrit et il était difficile de pouvoir le lire. Pour info, le sanskrit est l'une des langues les plus anciennes dont on ait encore des traces, puisqu'elle est datée d'environ 1500 avant notre ère et a beaucoup été utilisée dans les textes religieux bouddhistes entre autres. Autre chose à savoir, le sanskrit, considéré comme la langue des divinités et des savants, est souvent utilisé dans les rituels religieux et les cérémonies sacrées. De tout le texte écrit sur ce morceau de papier, il aura pu déchiffrer ces quelques mots. Taisho, année, juillet, Juho, Ryoman, Sukuna et scellé. Bon ok, ça nous donne quelques indices sur le type d'objet qu'on a en face de nous et pour info, de ce que j'ai pu lire, le mot Juho correspond apparemment à une incantation et Taisho correspond à une partie de l'histoire japonaise, l'ère Taisho, qui s'étend de 1912 à 1926. Si cette boîte est restée scellée pendant tout ce temps, ce qui semble être le cas, ça voudrait dire que peu importe ce qui se trouve à l'intérieur, y est depuis au moins un siècle. Bon là, clairement, on a affaire à quelque chose d'assez flippant, mais de toute façon, comme souvent dans ce genre de découverte, il y a une procédure à respecter et le personnel en charge de la destruction du temple décide de laisser la boîte de côté et de contacter les personnes qui pourraient savoir quoi faire de cette boîte. Donc en attendant, il décide de laisser un message aux anciens prêtres du temple qui pourront sûrement les aider. Le lendemain matin, l'utilisateur de Nichan reçoit un appel d'une personne qui se présente comme étant l'ancien grand prêtre du temple. Au téléphone, il lui met limite un coup de pression en lui disant qu'il ne faut absolument pas ouvrir la boîte et qu'il allait venir la récupérer au plus vite. Nichan, qui on dirait devient l'intermédiaire dans cette histoire, a alors contacté le chef de chantier pour lui passer le message. Je viens de me prendre un coup de pression de l'ancien grand prêtre. Apparemment, il faut laisser la boîte scellée de côté et ne pas y toucher jusqu'à ce qu'il vienne la récupérer. C'est donc là qu'il décide de conserver cette fameuse boîte dans un véhicule en attendant. Et vous vous doutez bien, mais je serais pas là en train de vous parler de cette histoire si tout le monde écoutait les instructions. En entendant ça, 2 personnes sur le chantier, des travailleurs à temps partiel qui étaient des étudiants chinois en échange, ont pensé que c'était une bonne idée d'attendre qu'il n'y ait plus personne en pleine nuit pour ouvrir la boîte. D'ailleurs, si vous suivez bien, vous aurez remarqué la grosse ressemblance avec le début de Jujutsu Kaisen. Bref, le lendemain, le chef de chantier appelle Nichan et dit avoir retrouvé les 2 étudiants avec la boîte ouverte. Sans plus de précision, il lui demande de venir au plus vite. Une fois sur place, Nichan voit 5 ou 6 ouvriers autour du véhicule dans lequel la boîte était conservée. En s'approchant, il dit avoir vu à l'intérieur les 2 étudiants silencieux et le regard complètement vide. Le chef de chantier confirme en disant à Nichan que depuis qu'ils ont ouvert la boîte, les étudiants se comportent très bizarrement et que c'est sans doute à cause de ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, leur comportement est tellement inquiétant qu'on décide même de les envoyer à l'hôpital. Et concernant cette boîte, la meilleure chose à faire est de la reposer et de s'en éloigner le plus loin possible tant que tout ça soit réglé.
Est-ce que c'est ce qu'on fera? Non. Curieux de savoir pourquoi les deux étudiants étaient aussi bizarres, ils décident à leur tour d'ouvrir la boîte pour découvrir pourquoi ils ont réagi comme ils l'ont fait. Bon, on est d'accord, ça semble complètement stupide. Mais peut-être qu'ils se sont dit que les étudiants ont un peu surréagi et tout le personnel sur place n'a pas résisté à l'envie de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Ils décident alors de l'ouvrir. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur est une momie à 2 têtes, 2 bras droits, 2 bras gauches et 2 jambes. En y regardant de plus près, ça ressemble beaucoup à des jumeaux siamois. Ok, ce qu'on pensait un simple objet religieux est au final carrément un cadavre. Le chef de chantier envisage alors d'appeler la police, mais c'est à ce moment que l'ancien prêtre du temple, qui semblait avoir dans les 80 ans, arrive avec son fils et voit que la boîte a été ouverte. Vous l'avez ouvert! Vous l'avez ouvert, bande d'idiots! Bande d'idiots! Une fois que c'est ouvert, il n'y a plus de retour en arrière. C'en est fini pour vous. En continuant à s'approcher, il s'énervait sur son fils en lui disant « Je te l'avais dit à l'époque que tu devais absolument envoyer Ryomen Sukuna au temple de Kyoto. Tu ne l'as jamais fait, imbécile !» En apprenant que les premiers à avoir ouvert la boîte étaient à l'hôpital, le prêtre répond qu'il était de toute façon probablement trop tard pour eux. À l'aide de son fils, il charge la boîte dans sa voiture et se retourne vers les travailleurs en leur disant « Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais il ne vous reste probablement plus beaucoup de temps à vivre non plus. » Hasard ou pas, dans les semaines qui ont suivi, une série d'événements tragiques allait se produire. En commençant par l'un des étudiants à l'hôpital qui mourra d'une crise cardiaque et l'autre qui sera transféré dans un hôpital psychiatrique. 3 ouvriers resteront cloués au lit pendant un très long moment à cause de fortes fièvres et Nichan, lui, se blessera grièvement en marchant sur un clou. Dans son thread, il écrivait qu'il avait cherché à joindre l'ancien prêtre pour en savoir plus sur le pouvoir de cette momie et avait même essayé de l'appeler. Mais à défaut de pouvoir lui adresser la parole, il réussit à joindre son fils. Il acceptera même de le rencontrer pour lui dévoiler l'histoire d'un certain Mononobe Tengoku et le lien sombre qu'il a avec cette momie. Pour commencer, il confirme que la momie était bien celle de Siamoise, née dans un petit village d'Iwate au sein d'une famille pauvre pendant l'ère Taisho. À cette époque, un peu partout, on avait ce que les Américains appelaient des freak shows, des sortes de cirques qui exposaient des personnes qu'on qualifiait comme monstres humains et qui n'étaient au final que des personnes souvent avec des déformations. Vous l'aurez compris, ces sœurs siamoises ont donc été achetées pour être exposées dans un de ces cirques. Mais pas pour longtemps, puisqu'elles rencontreront un homme, Mononobe Tengoku, décrit comme étant le leader d'une secte religieuse et dont le but était de détruire le Japon. Ok. Après avoir acheté les sœurs siamoises, il les enfermera dans une chambre souterraine. Et ici aussi, c'est moins connu, mais il y a une grosse ressemblance avec le manga Nanahiko et Mimiko, des sœurs jumelles qui étaient enfermées, torturées et qui étaient perçues par les villageois comme des monstres. Les sœurs siamoises, elles, étaient enfermées avec d'autres personnes qui avaient elles aussi des déformations physiques. Le tout bien sûr dans des conditions d'hygiène horribles et sans les nourrir, les poussant au cannibalisme. Sans le savoir, elles allaient participer à une sorte de battle royale macabre. La porte de leur cellule restera fermée jusqu'à temps qu'il ne reste qu'un seul survivant. Mais pour Mononobe, on n'est pas juste dans un jeu, puisque ce qu'il a fait est une technique maudite connue dans le folklore japonais, le kodoku, et que des sorciers de l'ancienne Chine utilisaient avec des insectes. Mettre plusieurs insectes dans un récipient et les laisser s'entretuer jusqu'à ce qu'un seul survive. Les fluides de l'insecte survivant sont ensuite récoltés et utilisés comme poison contre une personne pour la contrôler, la maudire ou la tuer. Parfois, l'insecte survivant pouvait tout simplement être utilisé comme porte-bonheur, assurant à l'auteur du kodoku une grande fortune. Donc on est sur un mec tellement horrible qu'il décide de partir sur une pratique déjà monstrueuse et de la faire sur des humains, enfants, et pourtant ce n'est pas fini. Parce qu'il pensait que les sœurs siamoises ressemblaient à une sorte de divinité comme Ashura, un dieu du folklore japonais, il décidera de leur donner un coup de pouce en forçant le destin et avant d'ajouter d'autres personnes dans cette cellule pour être sûr que ce soit les sœurs qui survivent, il poignardera tous ceux qui l'enfermera juste avant de les balancer dans la cellule. Maintenant que les sœurs siamoises sont les seules survivantes, Mononobe décide de les laisser mourir de faim et de les transformer en Soku Shinbutsu, une sorte de momie bouddhiste. Et ce qui fait encore plus se poser la question sur la véracité de cette histoire, c'est que ce type de momification était assez commun dans la préfecture d'Iwate justement, qui est pour rappel la préfecture d'origine de l'auteur de Jujutsu Kaisen. Une fois la momie terminée, il décidera même de lui donner un nom. Ryomen Sukuna, une créature mythique dont la description ressemblait beaucoup à celle des défuntes sœurs. Cette momie deviendra ensuite une sorte de Bouddha maudit que Mononobe et sa secte utiliseront comme culte et comme objet principal dans le but ultime de détruire le Japon. Plus tard, il sera dit que peu importe où se rendaient Mononobe et cette momie, un désastre avait lieu. Et c'est comme ça que beaucoup de catastrophes de l'époque Taisho ont été liées à cette histoire. Il a raconté que lors de la dernière catastrophe, le grand tremblement de terre de Kanto, le 1er septembre 1923, juste avant que la terre ne se mette à trembler, Mononobe,
toujours avec sa momie et armé d'un katana, se tranche la gorge et avant de mourir écrit avec son sang « Le Japon doit périr ». Le mec avait vraiment une dent contre le Japon. Comment la momie s'est retrouvée ensuite à Iwate, ça le fils du prêtre, je sais pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il devait envoyer la momie dans le temple de Kyoto 30 ans plus tôt. À cette époque, il devait succéder à son père, mais au lieu de suivre la voie religieuse, il décidera de se lancer dans l'immobilier et cette histoire de momie terminera aux oubliettes. Donc, changement de carrière et léger retard de livraison effectivement. Dans le dernier post de Nichan, il dira qu'il ne croyait pas un mot de tout ce qui lui avait été raconté, y compris le fait qu'il n'allait pas tarder à mourir. Et pour sa défense perso, si on me disait ça, moi non plus j'aimerais ne pas y croire. En tout cas, depuis 2005, on n'a plus jamais eu de nouvelles de cet utilisateur anonyme. Mythe ou réalité, je vous laisse me donner votre avis. Dans tous les cas, j'ai trouvé cette histoire glauque, mais très intéressante de voir à quel point l'auteur de Jujutsu Kaisen s'est inspiré du folklore japonais et de légendes urbaines de sa région pour créer son manga. Personnellement, si j'avais les pouvoirs de Gojo, j'aurais bien fait subir l'infini à ce cher Mononobe. Et si vous voulez savoir ce que ça ferait de se prendre un tel pouvoir dans la réalité, ça tombe bien puisqu'on en parle juste ici. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.